Bonjour à tous et à toutes. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Grégory Ménaud dans cette petite bibliothèque de la Faculté d'éducation. Voilà, pour notre troisième conférence de l'année. Je ne dis pas de bêtises, hein, c'est bien la troisième. Consacrée, non, quatrième. Consacrée donc aux relations sport et santé et des relations troubles, c'est ça? Ça me trouble d'entendre parler de relations sport et santé troubles. Je vais laisser à Gisèle Amouroux le soin de présenter notre conférencier. Moi, je vais m'éclipser pour aller dans une autre réunion. Je ne saurai rien sur le sport et la santé, pourtant j'en aurais bien besoin. Je vous rappelle aussi que les mercredis des savoirs ont 5 manifestations dans l'année et que la prochaine aura lieu le 19 mai. Toujours en visio, toujours avec le même lien d'inscription, parce que maintenant on est rodé sur les questions de visio. On a un technicien rodé aussi. Et qu'on traitera des questions d'autisme avec une conférence de Monsieur Chauvanec, que je ne connais pas, mais dont j'entends beaucoup parler. Donc je pense qu'on m'a déjà demandé le lien d'inscription, donc je pense que ça va être une conférence très écoutée. Monsieur Nino, merci. Et puis j'irai voir le podcast puisque les conférences sont enregistrées et déposées ensuite sur le site de la Faculté d'éducation, l'espace des mercredis des savoirs, et je crois le site des partenaires oui, de la CASDEN, des CMEA, de la NGEN et de la MEF. Voilà, merci. Bonne conférence. Merci. Eh bien, effectivement, comme Agnès nous le disait, les mercredis du savoir sont le fruit en fait d'une collaboration entre 5 partenaires. Donc, nous avons donc la MAIF, la CMEA, la NGEN, la LDE et la CASDEN. Et c'est au tour de la CASDEN aujourd'hui de choisir un thème. Donc, la CASDEN donc, est partenaire des Jeux Olympiques Paris 2024. À ce titre, elle a initié un programme Histoire, Sport et Citoyenneté sous forme d'exposition mobile pour soutenir la promotion du sport à l'école et des valeurs de l'olympisme. C'est donc tout naturellement que dans le cadre du choix d'un thème de conférence donné à chaque partenaire par des mercredis des savoirs, la CASDEN de Montpellier a retenu celui du sport, santé, en complément de cette exposition destinée déjà dans de nombreux lieux du département. Le sport, activité sportive, un effet de mode, excusez-moi, je vais mettre mes lunettes. Le sport bénéfique pour la santé, quelle preuve a-t-on? Pratiquer un sport régulièrement, c'est bon pour la santé. Ce conseil, connu de tous et partagé par le plus grand nombre, n'est pas prodigué par hasard. Il est le résultat de nombreuses études qui ont démontré tout l'intérêt de l'activité sportive. Intérêt sur le plan physique, intérêt sur le plan moral, bien-être, décompression anti-stress, tous ces éléments qui permettent à celui qui pratique un sport de se sentir bien. Les objectifs poursuivis ne laissent planer aucun doute sur l'utilité du sport, même lorsque l'on fait face à une maladie grave. Avec l'explosion des pathologies chroniques liées à la sédentarité et à l'inactivité physique, l'activité physique adaptée, l'APA, est aujourd'hui proposée à des fins de santé. Globalement, bien bouger au quotidien, en suivant autant que possible les recommandations, est un facteur essentiel pour être en forme et préserver sa santé. Pour vous donner quelques pistes dans ce domaine, la CASDEN a fait appel à Grégory Nino, professeur à l'Université de Montpellier depuis 2008 et chargé de recherche à l'Institut du cancer de Montpellier. Il co-dirige l'Institut d'Ebrest d'épidémiologie et de santé publique, unité de recherche, INSERM et Université de Montpellier. Il a suivi un double cursus universitaire en sciences et techniques des activités physiques et sportives et en psychologie appliquée à la santé. Bien que très sollicité de toutes parts, Grégory a accepté spontanément de vous présenter aujourd'hui une parcelle de ses travaux sur les liens entre le sport et la santé et aider à faire un tri entre les pratiques douces, naturelles, intégratives et aussi des risques et dangers de certaines si mal interprétées. Ces travaux de recherche s'intéressent depuis 25 ans à l'évaluation des bénéfices, des risques et du ratio coût-efficacité des ILM, interventions médicamenteuses. Il est l'auteur de plus de 135 articles dans les revues scientifiques internationales. Il est l'auteur de 12 ouvrages.
Il a dirigé plusieurs laboratoires universitaires multidisciplinaires s'intéressant aux INM. Il a fondé et dirige actuellement une plateforme universitaire développant des outils collaboratifs pour l'évaluation des INM et il préside la Non-Pharmacological Intervention Society. Tout au long de son intervention, vous pouvez poser vos questions ou vos remarques via le chat et puis nous y répondrons bien sûr à l'issue de son exposé. Voilà, donc Greg, je te laisse la parole. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être en ligne ou d'être présent également ici. C'est un vrai plaisir à double titre. D'une part par amitié par Gisèle Amorou, parce que manifestement c'est un grand événement pour elle, dont elle parlera peut-être en fin de session. Et puis parce qu'effectivement, le sport et la santé est quelque chose d'assez délicat, d'assez problématique, d'assez parfois consensuel. Et effectivement, dans une endroit tel qu'une faculté d'éducation sur lequel on s'intéresse au concept, sur lequel on s'intéresse aux mots et au sens qu'on y attribue, vous allez voir que le mot sport est peut-être un peu plus compliqué qu'on veut bien le dire, et peut-être que le mot santé est un petit peu plus compliqué qu'on veut bien le dire, et qui mérite d'être peut-être mieux défini, précisé, et que potentiellement dans certains endroits on pourra considérer que c'est peut-être plus délicat. Et donc, je vais essayer d'avoir une lecture santé des pratiques physiques, sportives, activités physiques adaptées, telles que l'a très bien dit Gisèle. Et vous allez voir à quel point c'est peut-être un peu plus délicat qu'on veut bien l'admettre. J'aimerais peut-être en préambule vous dire qu'effectivement, dans 2 ans, Paris 2024, c'est les Jeux Olympiques. Et ces Jeux Olympiques, c'est aussi l'occasion de pouvoir mettre en avant la notion de sport et les risques qu'on peut avoir vis-à-vis de ça ou des bénéfices qu'on pourrait avoir vis-à-vis de ces pratiques. Et évidemment, mon discours, je vais essayer de le faire pas trop scientifique, mais peut-être aussi un peu grand public afin de vous permettre de poser toutes les questions que vous souhaitez. C'est l'idée d'un échange. Je vais essayer de présenter pendant à peu près 45 minutes et vous aurez l'occasion de me poser les questions que vous souhaitez, probablement par l'intermédiaire de Gisèle qui fera les questions et peut-être même plus les réponses que moi, parfois, vous allez voir sur un sujet qui est relativement délicat. Alors, je serai au début provocateur, sinon ce ne serait pas drôle, parce qu'effectivement, le sport, on en parle comme un élément favorable à la santé, mais lorsqu'on regarde l'équipe, on voit quand même qu'il y a quelques morts. Ici, une étoile de 16 ans, une jeune fille qui faisait de l'escalade et qui s'est éteinte donc à 16 ans. Ici, une surfeuse qui est morte à 24 ans alors qu'elle s'entraînait. Ici, un joueur de Nîmes qui faisait du foot américain et qui décède en plein match. On peut avoir ici d'autres possibilités, notamment dans le rugby, dont il y a eu énormément de commotion cérébrale et sur lequel le président de la fédération considère qu'il n'y a pas de sport sans risque et que l'entraîneur d'Angleterre de l'époque disait que finalement, il n'y a pas du tout de risque quand on pratique le rugby. Pourtant, celles et ceux qui sont allés voir quelques matchs, on peut voir quand même de temps en temps sur le terrain ou en dehors du terrain ou à l'hôpital, quelques conséquences assez délicates. Je ne parle pas de la 3e mi-temps, évidemment, je parle bien de la 2e ou de la 1re mi-temps sur laquelle il y a quelques conflits. On pourrait comme ça multiplier les cas de mortalité dus à un certain nombre de sports. Évidemment, on pense à des sports, notamment des sports de combat et de combat rapprochés ici, comme la boxe. 3 morts, on était au mois de mars chez les boxeurs professionnels en 2019 lors de combats directement dans les combats. On pourrait parler évidemment des sports à risque, comme les sports de pilotage, comme ici le ski, donc un skieur qui était très connu, qui s'appelait David Poisson. Mais évidemment, il n'y a pas que des questions de mort, il y a aussi des questions simplement de pratique. Vous avez ici les jambes d'un cycliste du Tour de France à la fin d'une étape. On peut considérer que je ne suis pas tout à fait sûr qu'il soit nécessairement en bonne santé. Je ne suis pas en train de parler de dopage, loin de moi cette idée, mais vous voyez à quel point j'espère que vous n'avez pas des crises pareilles parce que potentiellement elles sont relativement fatiguées. On pourrait considérer que parfois c'est un vieillissement accéléré. Vous avez d'autres cas, évidemment, ici d'un rugbyman qui a été amateur. Évidemment qu'il y a des professionnels, mais il n'y a pas strictement que des professionnels. Il peut éventuellement y avoir également des amateurs qui ont des conséquences, et ici, comme des fractures de vertèbres sur donc, cette pratique également de rugby. Mais vous avez l'idée que parce qu'on fait du sport, on va vieillir et on va vieillir en bonne santé. Ben, manifestement, non. Il y a aussi
des coéquipiers dans le Tour de France qui meurent relativement jeunes. Et vous avez ici des accidents comme le parachute qui peuvent être problématiques. Bref, l'accidentologie, les conséquences pas uniquement que traumatiques, mais existent dans le sport. Et puis, vous avez également des entraîneurs qui vont donc proposer à des malades, par exemple atteints de cancer, de leur proposer de l'entraînement sportif, ici le cercle des nageurs de Marseille, parce qu'elles ont un cancer et sur lequel ils vont employer des méthodes d'entraînement de haut niveau vis-à-vis de ces femmes traitées pour un cancer. Et vous imaginez aussi les conséquences que ça peut avoir, le fait de se dépasser en permanence et potentiellement des risques. Il y avait eu une enquête et on a très très peu d'informations rigoureuses sur les conséquences sur la santé des pratiques sportives et des décès. Et donc la seule étude en France sérieuse ayant évalué les décès dans les pratiques sportives date de 2010. Vous voyez cette étude de Rigou qui montre qu'il y a des décès, et y compris dans des sports qu'on ne pourrait pas trop penser, en tout cas dangereux, comme des sports aquatiques, le canoë, le kayak, le rafting, le ski nautique, mais également des décès dans des pratiques sur lesquelles on peut moins l'imaginer, comme la pétanque. Donc je ne sais pas comment cette personne est décédée en 2010 à cause de la pétanque. Est-ce qu'il a pris une boule dans la tête ou est-ce qu'ils sont battus dans le cadre d'un pugilat particulier? Peut-être que c'est un sport dangereux en tout cas. Mais on voit à quel point la question autour des conséquences du sport, si on le regarde d'une façon de santé, mérite d'être un peu mieux évaluée et qu'on a encore beaucoup de données. Alors évidemment, au travers de ça, je fais exprès évidemment, je suis provocateur pour dire à quel point le sport peut être dangereux. On va se retourner sur une personne que vous connaissez probablement qui a dit non, moi j'ai vécu jusqu'à 90 ans et surtout ma recette c'était jamais de sport. Jamais de sport, hein, vous le connaissez, c'est Winston Churchill, Premier ministre de l'Angleterre, notamment à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Non, mais par contre, il buvait du whisky et il prenait des cigares. Le seul fait problématique, c'est que ce monsieur évitait de mentionner qu'il marchait beaucoup. Et il marchait beaucoup en particulier pour aller contrôler, pour avoir l'évaluation des conséquences des bombardements, notamment à Londres. Et on voit à quel point finalement, lorsqu'on parle de sport, est-ce qu'on parle un peu d'activité physique ou pas, et de déplacement, et vous allez voir que toute la recherche est en train de se mettre en place pour dire que le sport, c'est pas uniquement qu'un rite compétitif visant nécessairement à gagner des médailles, mais c'est aussi de l'activité physique, et donc le jardinage, le ménage, ou toutes sortes d'activités qui vont permettre d'avoir une mobilité, finalement, va rentrer dans la catégorie d'activité physique. Donc, pour résumer, j'aime bien ces deux devises, puisque Gisèle Amoureux a commencé avec la citation autour de Pierre de Coubertin, qui disait « Situs altus fortus », donc plus loin, plus fort et plus haut. Oui, c'est vrai. Mais si on s'attribue ou si on se focalise sur la notion de santé, c'est d'abord primum non nocere, d'abord ne pas altérer la santé. Et tout l'enjeu est effectivement de ces deux points d'orgue et de ces deux philosophies qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. Toujours se dépasser, toujours aller plus loin, ou au contraire, toujours être attentif à sa santé, c'est finalement peut-être deux points de vue sur lequel on devrait regarder les pratiques sportives et sur lequel, puisque cet événement est soutenu par des mutuelles, par des organisations mutualistes, on peut aussi parfois se demander si, et j'ai retrouvé cette pub, je la trouvais intéressante, juste après la Covid, je ne citerai pas cette mutuelle, mais vous l'avez sous les yeux, mais en disant que quand le sport mène au dépassement de soi, et c'est assez intéressant, mais en même temps, est-ce qu'on doit se dépasser? Est-ce qu'on doit aller plus loin? Et jusqu'où est-ce qu'on doit aller? Et notamment à travers ce qu'on a vécu, donc la période de confinement, je vais essayer de vous montrer quelques travaux scientifiques. Finalement, aller trop loin et se dépasser peut entraîner un certain nombre de conséquences parce que, évidemment, aller trop loin, c'est ne pas penser à sa santé et au contraire l'oublier pour des risques qui peuvent être importants. Alors, la solution intuitive, et en particulier en France, c'est évidemment de donner des informations sur l'activité physique au sens large. Donc, vous avez dû entendre parler de ce PNNS, le Programme National Nutrition Santé. Il a démarré en 2001, il a connu donc plusieurs séquences de 5 ans.
on en est au 4e plan de PNNS, sur lequel, en fait, le message, c'est bouger plus. Et il y a effectivement des campagnes recommandant de bouger plus, et vous avez également, à côté de ça, l'assurance maladie qui va parler que le bon traitement, c'est le mouvement à partir de lombalgie. Et on a beaucoup de messages spontanés qui disent que c'est parce qu'on va faire passer ces messages qu'on va avoir un changement de comportement durable pour la population. Et donc, je suis dans la faculté d'éducation, cette noble institution. Et est-ce que c'est parce qu'on le dit qu'on le fait? C'est pas sûr que ça marche aussi bien que ça. Alors évidemment, en général, les autorités font passer les messages aux journalistes qui vont faire de cette façon donc la recommandation. Et ici, vous avez donc des journalistes type France 5 qui vont montrer que la marche nordique est une activité intéressante, qu'elle va dépenser des calories, bref, que finalement, d'une campagne de promotion de santé relayée par les médias, là encore, la population va pouvoir changer de comportement. Et évidemment, les autorités vont aussi avoir d'autres types de promotion de la santé. Ici, vous voyez la semaine européenne de la mobilité. Ne prenez plus l'ascenseur, prenez l'escalier. Ne prenez plus votre voiture, prenez votre vélo, etc., etc. Donc, vous avez des messages de ce type-là. Et vous avez également l'Organisation mondiale de la santé qui va faire une recommandation en disant « soyez actifs tous les jours, trouvez votre voie et soyez encore plus dynamique. Bref, faites du sport toute la journée et tout ira bien dans votre santé. » Vous avez les mêmes choses de ces messages promotionnels qui vont passer aux États-Unis, ici, en disant qu'il faut entraîner ces principaux groupes musculaires et ou plus dans la semaine, donc 2 séances ou plus par semaine. Et la dernière façon de voir, c'est ce qu'on appelle le nudge, donc les aménagements de l'environnement. Les aménagements de l'environnement qui vont conduire à finalement faciliter la mobilité des personnes. Vous avez là ici aux États-Unis un exemple sur lequel chaque marche compte des calories et lorsque vous montez, vous avez une information sur le nombre de calories que vous avez consommées par rapport à évidemment un autre endroit où vous n'auriez que 0 calories parce que vous seriez donc sur un escalator. Où vous avez à droite, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, posé, c'était à la gare Montparnasse à Paris, un tapis faisant de la musique exactement comme sur un piano et vous allez pouvoir monter ou descendre et faire de la musique. Donc en gros, mobiliser les gens par un aménagement naturel ou un aménagement architectural facilitant une mobilité active plutôt qu'une mobilité passive, pour être clair. Alors tout ça, c'est bien, c'est beau, c'est intéressant, mais voici quelques réalités de quelques photos que je peux prendre. Et sur mon LinkedIn, n'hésitez pas à aller voir. J'ai proposé à des personnes de me transmettre ou de me partager des photos sur lesquelles les individus ont le choix entre plusieurs mobilités et lesquelles ils ont pu prendre. Donc voici une image ici, peut-être que vous reconnaissez, c'est la gare donc, qui est à Lyon, qui s'appelle la gare Pardieu, ou Lyon-Pardieu, et sur lequel vous montez au quai pour prendre votre train selon 3 possibilités, l'escalator, derrière vous avez l'escalier, et juste après vous avez la rampe pour accéder au quai. Et paradoxalement, malgré tous les messages publicitaires, d'encouragement, de bouger plus, etc., vous voyez, je sortais juste d'une thèse sur laquelle on parlait de sport et cancer, et la réalité, c'est que toutes ces personnes ont utilisé l'escalator pour monter au quai. Et on peut se dire que c'est peut-être uniquement les Lyonnais qui sont comme ça, et c'est peut-être simplement localisé, et que seuls les Lyonnais ont ce choix. Et donc, comme j'allais à l'INSERM très régulièrement, j'ai pris une photo tous les ans de l'escalier, si vous connaissez la station de métro Bibliothèque François Mitterrand, sur lequel vous avez un escalier qui monte à cette grande bibliothèque, et vous avez donc la possibilité de prendre l'escalator ou l'escalier. Vous voyez ici en 2016 que, pas grand-chose, d'ailleurs c'est tout petit, mais que toutes les personnes prennent ici l'escalator en montant ou en descendant, attention, même pas en descendant, ok.
Et vous avez donc la même photo en 2017, et je vous promets que je n'ai pas tenté de mettre en scène, hein. Je connais personne de ces personnes, et on a continué comme ça, donc chaque année. 2018, pareil. 2019, pareil. 2020, pareil. 2021, pareil. Et je ne l'ai pas encore prise en 2022, mais je pense qu'on est à peu près pareil. Bref, confinement, pas confinement, message à la télé, organisation environnementale, etc., etc. Bref, rien n'y fait. Lorsque Homo sapiens sapiens a le choix, il prend la solution mécanique, mais pas tellement la solution personnelle. Alors vous allez me dire que c'est peut-être uniquement désormais les Parisiens et uniquement naturellement les Lyonnais. Et une photo prise comme ça au Polygone de Montpellier en décembre, juste pour rire, de la même façon. Hein, donc nous, Montpelliérains, oh, peut-être il fait plus beau et on a plus l'habitude de bouger. Ce n'est pas du tout une réalité. Et de la même façon, au Polygone, vous voyez que les personnes ne vont pas éventuellement monter l'escalier, mais vont bien s'arrêter sur l'escalator et ne vont pas faire d'activité physique. On continue sur quelques remarques ici et on pourra peut-être en discuter, mais lorsqu'on fait une enquête par l'INSEE de l'utilisation de la voiture pour faire moins d'1 kilomètre ou pour faire donc un déplacement en moyenne, et je vous demande de regarder uniquement la zone grise, vous voyez que même à moins d'1 kilomètre, sensiblement 60% des Français vont utiliser leur voiture, et lorsqu'il s'agit de faire un déplacement un petit peu plus long que 1 kilomètre, eh bien 70% des Français utilisent leur voiture. Donc on a un vrai réflexe, une véritable habitude, et on voit que c'est compliqué. Alors on pourrait y mettre beaucoup d'arguments, et on pourrait dire beaucoup d'arguments autour de ça. Le premier, c'est le mode de vie à la française, et je pense que Gérard Depardieu symbolise un petit peu l'idée qu'on peut avoir sur l'activité physique. Finalement, la mort, je la programme tous les jours. Je suis un jouisseur. Je ne suis pas là pour qu'on m'impose quoi que ce soit, et c'est moi qui décide. Et finalement, je ne suis pas dans la demi-mesure. Et laissez tomber tous ces messages qui voudraient m'inciter à bouger plus. J'ai le droit de faire ce que je veux et prendre mon scooter à n'importe quelle heure dans Paris, et évidemment avoir autant d'utilisation que je le souhaite de ma santé. Et si je n'ai pas envie de faire l'activité physique, c'est mon choix. On a donc dans cette noble faculté d'éducation des positions aussi historiques, et je n'ai pas le temps évidemment de développer plein de positions historiques, mais qui pourraient se retrouver à travers ces positions-là de communautarisme, hein, de personnes sportives, de fitness qui vont vouloir imposer un certain nombre de pratiques, ou au contraire des pratiques hygiénistes qu'on a pu voir au siècle dernier, sur lesquelles on va vous dire il n'y a qu'un faucon, et finalement je n'ai pas envie de faire d'activité physique, comme on a pu voir parfois au cours de la pandémie, en disant que finalement cette dérive hygiéniste va poser un certain nombre de personnes, de difficultés à beaucoup d'individus. On pourrait aussi dire que finalement, le mode de vie à la française, on ne voudrait pas nous imposer quoi que ce soit. Je voudrais simplement citer cette personne, hein, donc 300 kilos, bloqué chez lui. On a dû défoncer son appartement à Perpignan pour pouvoir le sortir de son appartement, et où finalement l'activité physique n'avait pas forcément d'intérêt, et en quoi et comment une déprime ou d'autres troubles de santé ont pu induire des conséquences. Mais si on y réfléchit bien, on est dans une société assez contradictoire, et sur lequel vous avez ici, boulevard Louis Blanc à Montpellier, un pôle de santé, mais à côté vous avez un bar. Et ce qui est assez étonnant, c'est que dans la santé, c'est un vrai débat de position, et qui est vraiment délicate. Vous savez qu'il y a le mois sans tabac, et à côté de ça, le ministère de la Santé avait réfléchi, puisqu'on doit rentrer dans une logique un petit peu de prévention, de faire une promotion ou une campagne de mois sans alcool en janvier. Et tout de suite, vent debout, le député qui est en gros le représentant de l'industrie viticole du sud de France, de l'Occitanie, est monté à la presse pour dire « mais il n'allait pas question, l'alcool est un produit culturel et il n'y a pas du tout à aller vers un mois sans alcool comme on pourrait avoir un mois sans tabac, c'est absurde ».
Et effectivement, cette contradiction, elle est forte, hein, parce qu'on peut retrouver la même chose dans l'exemple du tabac, et sur lequel l'industrie du tabac fait du placement de produits de façon assez maligne. Si vous avez l'occasion, il y a un certain nombre de films sur lesquels l'industrie du tabac avait sponsorisé Hollywood quasiment, on va dire, tout le siècle dernier, et continue à le sponsoriser encore au cours de ce siècle. Et vous avez là un exemple avec, donc vous pourriez zoomer sur cette affiche, hein, sur laquelle la cigarette est bien au centre de l'image et de l'affiche, donc avec Sharon Stone, donc dans Basic Instinct 2, et vous l'avez de la même façon à droite, sur lequel vous avez un nombre de cigarettes non fumées qui sont absolument considérables. Donc c'est un placement de produit et sur lequel on va faire ce placement de produit assez remarquable. Et si vous avez l'occasion d'avoir regardé ou vu le dernier Quentin Tarantino, vous avez donc une industrie du tabac sponsorisant directement ou indirectement des belles filles ou des beaux gosses. Et donc finalement, on est toujours dans une attractivité importante. Donc d'après vous, que pèse un message publicitaire face à une puissance de médias et d'attractivité? Pas grand-chose, naturellement. Et si vous avez l'occasion, je vous recommande ce film qui s'appelle Thank You for Smoking, donc, qui est un film retraçant en quoi et comment les lobbyistes ont eu une influence pour retarder la réglementation. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le tabac tue, et tue de façon très conséquente, à la fois les jeunes ou les plus anciennes générations, et pas uniquement, hélas, de cancer, mais également de bronchopneumopathie chronique obstructive. J'ai eu l'occasion de travailler pendant 10 ans sur cette maladie, et je vous promets que c'est une maladie absolument terrible. Mais vous avez aujourd'hui des influenceurs extrêmement puissants, des blogueurs qui font des recommandations et sur lesquels on échappe finalement au message classique de promotion, et sur lequel ils vont faire la promotion de produits dérivés, aussi bien sur l'activité physique que sur autre chose. Et évidemment, les réseaux sociaux ne font que ça. Bien, donc vous voyez, sport et santé, finalement, c'est peut-être une compétition qui est perdue d'avance, et c'est une vision assez pessimiste. J'ai à la fin quand même une vision assez optimiste, mais là, on est mal parti quand même, hein. Et donc, si je continue, vous avez ici un certain nombre de personnes qui disent pourquoi finalement bouger, puisque à moyen terme, on va être connecté, on va être récupéré, on va être réparé par des biotechnologies. Elles nous guérissent de tout. Au siècle dernier, elles nous ont guéri d'un certain nombre de pathologies. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun problème, on va trouver des solutions. Donc on peut rester tranquillement assis dans nos fauteuils. Ils vont trouver des solutions pour nous. Et le chantre de cette vision-là en France s'appelle Laurent Alexandre. Vous avez peut-être vu une de ses conférences sur YouTube. Je vous recommande d'aller voir, hein. C'est quand même, il faut le voir pour le croire, hein. Tellement ce monsieur croit qu'on va tous être immortels dans quelques années, que les robots, les nanorobots, l'épigénétique, la génétique, les thérapies géniques vont nous guérir de tout, et que finalement il faut absolument investir là-dessus. Vous savez qu'il a créé Doctissimo, puis qu'il a revendu, qu'il a créé une boîte de séquençage génétique qui est à Bruxelles et pas en France, et tout en disant que finalement cette biotechnologie va nous guérir, y compris de la mort, et qu'on sera tous immortels. Je ne suis pas tout à fait sûr. Bon, on va continuer. Et vous avez aussi cette vision que finalement les biotechnologies vont nous guérir de tout, même des soignants, et je trouve cette image absolument atroce. Pourquoi ? Parce que simplement l'humain n'est plus qu'un accessoire qui remet l'oreiller, mais tout le reste est finalement géré par de la biotechnologie et de la machine, et que l'être humain n'existe plus, et il n'a pas besoin d'être actif. Être patient, c'est être passif, c'est finalement ne pas faire d'activité physique. Ça ne sert à rien, puisque les biotechnologies permettent tout, et les soignants finalement sont des personnes tout à fait secondaires. Et parfois, vous allez voir qu'il y a des messages assez contradictoires, on ne pourrait pas l'imaginer,
mais ici de l'assurance maladie en complément de Santé publique France, en compagnie de l'ARS, en compagnie du ministère de la Santé, en disant lorsqu'on est malade, on doit se reposer. Et c'est vrai que toutes et tous, peut-être que vous avez eu la grippe lorsque vous étiez adolescent, et effectivement, le message était de se reposer. Or, on va voir, et Gisèle l'a évoqué de façon très claire, l'explosion des maladies chroniques fait que le fait de se reposer tue, en fait. Et donc, on ne peut pas systématiser le repos, et même si ça pourrait être potentiellement un bon réflexe, c'est un réflexe extrêmement dangereux pour un certain nombre de pathologies. Et évidemment, on pourrait imaginer que la solution serait de retourner à vivre comme les Amish, et il y avait quelques auteurs qui disaient ça. Lorsqu'on compare l'obésité aux États-Unis, chez les Amish, c'est 4%, les Américains, c'est 31%, et les Canadiens, c'est 15%. Donc, si on revivait tous dans le mode de vie des Amish, aujourd'hui, peut-être qu'il y aurait plus d'obésité. Oui, mais hélas, on n'est pas du tout dans ce monde, et je ne suis pas sûr que tout le monde ait envie de vivre avec un cheval et de travailler au champ. Donc, ce n'est peut-être pas la bonne formule. Et on voit sortir des études qui sont extrêmement intéressantes, montrant que notre corps, notre physiologie est constituée pour se déplacer tous les jours entre 25 et 35 km. Homo sapiens sapiens, chasser, cueillir, grimper aux arbres, mais en tout cas avait une activité physique, une dépense énergétique estimée entre 25 et 35 km par jour. Et cette idée, elle a tenu, et elle a tenu pendant quasiment 200 000 ans, quasiment. Et ce n'est que depuis quasiment le 200 ans que la diminution de l'activité physique quotidienne a été forte, d'une part parce que nous étions des chasseurs-cueilleurs et nous sommes devenus, mais relativement récemment, si vous pouvez aller voir ça dans cet excellent livre qui s'appelle Homo sapiens, de Hariri, sur lequel, en fait, oui, bien sûr qu'on a été donc des paysans, mais on a tous et toutes été des paysans, on était donc actifs. Et ensuite, il y a eu l'ère industrielle qui a commencé à réduire de façon significative notre activité physique. Mais en fait, vous voyez que c'est surtout au cours du dernier siècle, et vous avez cette pente qui est absolument vertigineuse, en 200 000 ans, c'est juste finalement à peine en 200 ans que la réduction d'activité physique quotidienne est forte, et on se retrouve ici à faire sensiblement les uns et les autres entre 3 et 5 km de déplacement par jour. Donc vous voyez à quel point la sédentarisation des communautés devient de plus en plus forte, et sur lequel potentiellement il va bien falloir faire quelque chose sur ça. Alors, tout espoir n'est pas perdu. J'aime pas beaucoup ce monsieur, mais en même temps il est rigolo, il s'appelle Michel Onfray. Il dit beaucoup de choses sur beaucoup de choses, et parfois il se change d'avis. Et rien que pour ça, je trouve que c'est une forme de respect et d'honnêteté. Ce monsieur disait que l'activité physique, il en faisait uniquement pour descendre à sa cave, pour aller prendre une bouteille de vin et remonter, voilà, et que c'était sa seule activité physique, donc il en plaisantait. Et d'un coup, il a eu un accident vasculaire cérébral qui est arrivé sur un plateau de télé, et sur lequel cet AVC, finalement, lui a permis de comprendre à quel point l'activité physique devait rentrer quelque part dans un mode de vie, et que le fait d'être tout le temps dans une plaisanterie autour de prendre en charge sa santé, prendre soin de soi est un élément important, et que même pour un intellectuel, même pour un philosophe, il n'y a pas que le cerveau qui compte, il y a aussi le muscle, il y a aussi le cœur, et que c'est finalement une façon d'éviter d'avoir un certain nombre d'accidents vasculaires cérébrales ou autres. Donc, il est plutôt dans notre position de l'activité physique et du sport et de la santé. Une autre personne, peut-être que vous l'avez vu, on était tous confinés, donc c'était relativement sympa de pouvoir écouter parfois les médias et pas uniquement le nombre de morts en France. Mais au décours de ce confinement, ce monsieur qui s'appelle Robert Marchand, c'est un cycliste, c'est un centenaire, et il a fait un certain nombre de records à Lyon, donc de records de l'heure, de records etc., et sur lequel il a écrit une lettre au président de la République en disant
que lui, il était plus en forme peut-être que d'autres et que lui était peut-être plus résistant au Covid et que le fait d'être en forme physique, même là, en l'occurrence, c'était 107 ans, il est mort à 108 ans, et sur lequel il y avait un état de santé bien amélioré. Et il a comme ça dit, lorsqu'on limite le périmètre à 1 kilomètre autour de chez soi, même en termes de confinement, lorsqu'on est relativement en forme, c'est peut-être pas suffisant. On a également une personne, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, donc vous connaissez, c'est le président du Conseil scientifique contre la Covid, donc le professeur Jean-François Delfraissy, en disant on a extrêmement mal géré nos aînés et nos anciens. C'était quand même assez terrible d'avoir un enfermement systématique dans les EHPAD sur lequel, bien sûr qu'on a protégé des corps, mais est-ce qu'on a protégé des individus? Et il a dit à quel point un des messages importants, c'était que l'activité physique, évidemment, lorsqu'on est dans une chambre d'EHPAD, c'est trop petit, évidemment, pour pouvoir bouger. Et il y avait peut-être bien mieux à faire. Donc, toute la problématique a été de dire, peut-être qu'il est temps qu'on revoie de façon importante notre système de santé. Et j'en veux ici un congrès qu'on avait organisé à l'Académie de médecine en 2019 et sur lequel le professeur Loisance a dit cette phrase, je la trouve très, très spectaculaire. Jamais la médecine n'a été aussi efficace. Techniquement, c'est évident. Mais jamais l'insatisfaction n'a été aussi grande chez les malades et chez les médecins. Donc, il y a bien quelque chose à faire. Donc, il y a un espoir, et en particulier vis-à-vis de l'activité physique. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien le sujet sport et santé, je vous recommande ces deux expertises. Les deux font 400 pages. La première en 2008 et la deuxième en 2019 expliquent en quoi et comment, d'une part, l'activité physique est un élément central pour la lutte contre la sédentarité, c'est celui de gauche, celui de 2008, et le 2019 auquel j'ai participé s'intéresse à la thérapeutique par l'activité physique, et effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, et il y a même des messages qui disent qu'on peut guérir des maladies par l'activité physique. Et comme disait Gisèle, on les appelle les activités physiques adaptées. Ce changement-là est en train d'arriver, et il arrive avec, vous voyez ici, Dominique Leguludec, qui est la présidente de l'autorité de santé, qui dit dans une vidéo et d'un document qui a été produit en 2018, l'activité physique est extrêmement efficace, voire dans certaines pathologies plus efficace que les médicaments. Donc on rentre dans une ère des interventions non médicamenteuses, des traitements par l'activité physique d'un certain nombre de maladies. Et je crois que c'est une révolution qui est lente mais certaine, et qui a conduit ici à la création d'une stratégie nationale du sport et de la santé 2019-2024. Et vous voyez qu'on va arriver justement au JO 2024, sur lequel finalement on va peut-être tirer le meilleur du sport et on va tirer le meilleur de la santé pour améliorer la santé des populations. Alors, pour être un petit peu plus concret, j'ai besoin peut-être, et on pourra en discuter, de tout ce qui va relever de définition. Définition de comportement sédentaire. Alors, le comportement sédentaire, c'est le temps qu'on passe en position assis ou allongé tous les jours. Et que ce soit écouter la télé, jouer aux jeux vidéo, utiliser l'ordinateur, ou faire une conférence avec vous, ou conduire, ou lire, on est bien dans une position de sédentarité. Et aujourd'hui, les recommandations, c'est de ne pas rester plus de 7 heures par jour en position assise ou allongée, et jamais plus de 2 heures consécutives. Donc heureusement, la conférence ne dure pas plus de 2 heures, donc je pourrais me lever à la fin, et vous pourrez vous lever aussi. Mais l'élément très, très important, c'est de bouger plus, et vous avez compris, dans un encouragement d'utiliser plutôt l'escalier que l'ascenseur, d'utiliser l'escalier plutôt que l'escalator, d'utiliser votre vélo, mais votre vélo pas électrique, plutôt votre trottinette, mais pas votre, etc., etc. D'accord ? Il y a vraiment l'idée de travailler sur les comportements sédentaires qui vont avoir des pathologies spécifiques. D'autre part, on parle d'activité physique, et donc c'est toute forme de mouvement corporel exécuté par les muscles qui entraîne une augmentation de la dépense énergétique. Bref, c'est une activité qui va au-delà de la position finalement debout, la marche, la course, la danse, la natation, le yoga, le jardinage, le ménage, bref, tout ce qui va être une activité physique qui peut être soutenue, moins soutenue ou très soutenue, va rentrer dans cette catégorie. Et le sport ici
est définie comme une activité physique à visée compétitive. Donc, ça veut dire qu'il y a un classement à la fin, il y a une médaille, il y a un record, où les règles sont organisées, et en particulier, elles sont organisées par une fédération, et elles sont pratiquées naturellement, individuellement ou en équipe. Et on a là, aujourd'hui, une recommandation forte de faire, et par l'ONAPS, donc qui est un organisme français de promotion de l'activité physique, qui dit, et on est sensiblement dans la même position à l'OMS, faites 30 minutes d'activité physique par jour. Donc avoir 30 minutes d'activité physique par jour va avoir un intérêt significatif pour la santé. Et on va après rentrer dans l'activité physique adaptée, qui est là une intervention qui va avoir une visée de prévention, mais surtout de soins, voire potentiellement curatifs, et sur lequel il y a une évolution. La France était un des pays les plus mauvais en prévention et en soins, et notamment sur l'activité physique. Et depuis ce décret ici, qui permet à un médecin de prescrire de l'activité physique adaptée à un patient atteint d'une maladie chronique, il y a une évolution significative. Alors, la situation, je pense que je ne l'ai peut-être pas suffisamment dit et je voulais l'aborder maintenant. La situation, elle est grave, elle est très, très grave. Je vais essayer de vous donner quelques exemples. Un, elle est grave parce qu'aujourd'hui, il y a 28 millions de Français qui ont une maladie chronique et que les diagnostics de plus en plus précoces vont faire qu'il y aura de plus en plus de personnes qui ont une maladie chronique. Et vous voyez, 3 Français sur 4 de plus de 60 ans, donc avec le vieillissement, vont avoir ou vivre avec une maladie chronique. Donc c'est forcément un enjeu de santé publique absolument majeur en France et dans tous les pays occidentaux. Et vous voyez, une des études les plus puissantes dans le domaine dit que, et tout le monde est convaincu aujourd'hui, et ce n'était pas le cas il y a à peine une cinquantaine d'années sur le tabac tue, eh bien vous voyez, l'inactivité physique, les dernières études épidémiologiques montrent que l'insuffisance d'activité physique, donc la sédentarité, donc quelqu'un qui va vraiment rester sédentaire, a plus de risques de mourir de façon précoce que quelqu'un qui fume. Donc vous imaginez à quel point on pourrait faire des efforts significatifs sur cette question-là. Et donc il y a des études épidémiologiques qui vont montrer que l'augmentation de la mortalité globale est importante et toutes les personnes qui vont rester plus de 7h30 assis, et vous voyez 8,6 heures par jour, 9,6 heures par jour, quasiment 11 heures par jour, le risque augmente plus 28%, plus 71%, plus 163%. Et quand j'ai débuté mes études à l'UFR STAPS de Montpellier, à l'Université de Montpellier, moi, on m'apprenait qu'éventuellement, on avait des maladies cardiaques et on avait des maladies de type obésité, que ça serait arrêté sensiblement là en matière de sédentarité. Et aujourd'hui, on parle de maladies neurodégénératives, donc facteurs de risque liés en particulier à la maladie d'Alzheimer, mais on va retrouver également des maladies métaboliques, je pense en particulier au diabète de type 2, qui est un fléau absolument considérable, mais également des cancers. Et on était loin d'imaginer il y a quelque temps que l'inactivité provoquait des cancers et également les dépressions. Et je ne vais pas m'arrêter là tellement la liste des pathologies chroniques provoquées par finalement un comportement sédentaire est conséquent. Et vous allez me dire, est-ce que la Covid a entraîné finalement une prise de conscience de l'intérêt de l'activité physique? Vous allez voir que ce n'est pas du tout le cas. C'est toujours pareil, une enquête de l'ONAPS qui dit chez les enfants, chez les adolescents, chez les adultes, chez les seniors, est-ce que les temps d'activité physique ont progressé? La réponse est non, non et non. Et de la même façon, pourquoi et comment? Oui, donc la diminution de l'activité physique, elle est due notamment chez les personnes qui sont en milieu urbain, qui ont un statut socio-économique élevé. Les riches ont finalement été plus sédentaires quasiment que les moins élevés, ce qui est un petit peu surprenant. Les gens qui ont travaillé dans le télétravail, les personnes anxieuses également vont avoir une diminution de l'activité physique. Et on retrouve la même chose sur le temps assis, avec des chiffres absolument considérables, et en particulier chez les adultes, sur lesquels les temps passés assis, bien sûr parce qu'il y avait le confinement, mais a été tout à fait conséquent. Et on va retrouver sensiblement les mêmes facteurs de risque que je vais passer.
pour une étude qui a démontré également, est-ce que les Anglais, après les confinements, on aurait pu imaginer qu'il y aurait un réveil, une prise de conscience, en tout cas, de la sédentarité. Pas du tout. Vous voyez ici dans cette courbe, on voit que les différents temps de confinement, les personnes qui faisaient plus de 30 minutes par jour en font toujours 30 minutes. Celles qui en... Bon, il n'y a pas de changement particulier et c'est peut-être même celles qui n'en faisaient pas qui augmentent encore après le confinement. Est-ce la période anxieuse qu'on traverse? Est-ce que c'est les guerres ou autre? Mais manifestement, on n'a pas encore une fois compris, après 2 ans de Covid, en quoi et comment la sédentarité tue de façon significative. Et on a ici un magnifique travail qui dit, je vous ai parlé des décès potentiels dus à la sédentarité, mais vous avez également ici l'espérance de vie sans incapacité physique. Donc en gros, une capacité à vivre longtemps sans être malade ou en bonne condition physique. Eh bien, vous voyez qu'une statistique qui comparait différents pays et retenait juste le chiffre, nous sommes au 10e rang européen de l'espérance de vie pour un homme de 50 ans sans limitation physique. Donc, en gros, un homme de 50 ans peut vivre jusqu'à 68 ans sans limitation physique. On a une longue espérance de vie en France, oui, c'est vrai, mais par contre, une longue espérance de vie en bonne santé, la réponse est non. Et c'est la raison pour laquelle, dernièrement, vous l'avez peut-être vu, je vous recommande ce rapport qui s'appelle le rapport Chauvin, publié en novembre 2021, qui dit, en France, oui, bien sûr qu'on a une longue espérance de vie brute, d'accord, réelle, mais l'espérance de vie en bonne santé, on est très mal placé. On est très mal placé. On ne s'est pas intéressé finalement à vivre âgé en bonne santé. Tout l'enjeu est de voir comment on va pouvoir améliorer non pas uniquement que la quantité de vie, mais également la qualité de vie, et que tout l'enjeu est de voir en quoi et comment l'activité physique peut contribuer à cette qualité de vie. Alors, je vous épargne, mais on pourra en discuter si vous voulez, tous les mécanismes qui sont associés, les vaisseaux, les muscles, le pancréas, l'articulation, le cœur, les cerveaux, je vous le laisse, hein, mais vous avez plein de mécanismes physiopathologiques montrant à quel point, à la fois sur les vaisseaux, à la fois sur le cœur, à la fois sur l'immunité, à la fois sur le muscle, à la fois sur la prévention des cancers, sur le nombre de multimécanismes sont tout à fait conséquents en biologie, montrant à quel point l'activité physique va avoir un effet significatif. Et on peut voir ici dans des études de cohorte à quel point des personnes de plus de 50 ans faisant de la course à pied, et en particulier, j'en reparlerai si vous voulez, chez les hommes, mais en tout cas vont avoir plus de 7 ans d'espérance de vie supplémentaire parce qu'il y a de la pratique d'activité physique. Un autre élément, c'est ici toutes les personnes qui vont, parce que, comment dire, dans tout ce que je vous ai dit là précédemment, sur ces courbes, c'est des courbes sur lesquelles on déclare l'activité physique. Là, il s'agit de mesures avec des actimètres. On a mesuré avec un appareil qui mesure la dépense énergétique réelle et pas uniquement déclarée. Et donc, les progrès des technologies qui permettent d'avoir une mesure fiable de l'activité physique montrent ici des résultats assez incroyables, qu'effectivement, il y a 60% de diminution de risque prématuré chez les personnes faisant de l'activité physique et sensiblement au moins 30 minutes par jour. Hein, et donc, ce n'est plus déclaré, j'espère avoir été clair, c'est plus déclaré, mais c'est bien réel. Et on a là des résultats, des preuves très importantes de l'effet de cette pratique d'au moins 30 minutes. Et vous voyez, on n'a pas besoin d'en faire non plus trop, on n'a pas besoin d'en passer à 60 minutes, on n'a pas non plus d'impact très significatif au-dessus. Et ça, on peut le voir, et c'est notre message très important de ce que je veux vous partager, c'est que quel que soit l'âge, quelle que soit la maladie et quel que soit l'état, finalement, reprendre une activité physique va faire du bien. Et on montre ici sur la survie dans les plus grandes revues médicales à quel point sur des gens qui ont des maladies de type hypertension, diabète, obésité, cholestérol, etc., on va avoir des impacts significatifs sur la survie. Et un message important, c'est que oui, finalement, ces impacts ici de ces maladies chroniques, elles sont finalement liées à nos comportements. Et c'est bien nos comportements qui fabriquent ces maladies chroniques. Et tout l'enjeu est de voir comment on peut modifier ces comportements. Et avec une idée qui était, on en parlait souvent dans les années 2000, en disant finalement, un fumeur qui fait l'activité physique, c'est bien.
mais en revanche, un fumeur qui peut continuer à boire ou qui peut, etc., ces facteurs sont équivalents. La réalité, elle est tout à fait différente. C'est un papier et une étude très importante qui montre que le fait de ne pas fumer, le fait d'être actif physiquement, vous voyez ici 3h30 par semaine, le fait de s'alimenter correctement, le fait d'avoir une consommation modérée d'alcool, le fait d'avoir un poids modéré, il va y avoir des bénéfices qui sont cumulés. En fait, sur ces courbes, ça ne fait pas uniquement un effet 1, mais ça fait un effet 5. Et c'est encore valable à l'âge de 80, 90 ans, 95 ans. Donc, ces facteurs cumulés nous permettent de vivre plus vieux et en meilleure santé. Et un dernier élément, et non des moindres, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin sur la réflexion sur sport et santé, c'est évidemment le coût que représentent les hospitalisations qui sont absolument considérables et le coût des soins directs, mais aussi le coût des soins indirects, le fait de ne plus pouvoir travailler, le fait de ne plus pouvoir faire l'activité avec sa famille parce qu'on est hospitalisé ou qu'on est chez le médecin, et le reste à charge qui est en train d'augmenter de façon significative. Je pense qu'il y a là tout un enjeu médico-économique tout à fait important et sur lequel l'activité physique, ça ne coûte pas cher par rapport à ce que ça peut économiser. Donc, comment faire ? L'enjeu est bien de dire que le sport et la santé doivent s'intégrer dans cette logique finalement d'amélioration de la santé, de la promotion, de la prévention, du traitement et en rééducation. Donc, il y a effectivement de la kinésithérapie pour les gens très, très malades. Il y a des programmes d'activité physique pour des gens qui sont peu malades ou en prévention tertiaire. Il y a de la prévention primaire, mais il y a aussi de la promotion à faire. Il y a également toute une réflexion à mener autour de ce qu'on fait de nos outils et notamment les nouvelles technologies permettent de donner un certain nombre d'informations, par exemple sur le temps passé devant l'écran, et on peut en faire des choses importantes, exactement comme le nombre de pas, mais en faire quoi, comment et dans quelle routine on va pouvoir inscrire de l'activité physique, et de penser régulièrement de l'activité physique est un élément important à aménager dans ce quotidien. Et ce n'est pas parce qu'une femme doit s'occuper de ses enfants, doit s'occuper de son mari, etc., etc. Il y a un moment donné où elle doit s'occuper d'elle, et que l'enjeu de la pratique d'activité physique, c'est aussi de dire non à la société et de dire non à un certain nombre de contraintes pour qu'elle puisse véritablement s'occuper d'elle. Et pour plein de raisons, il y a des enquêtes qui montrent que des personnes se disent ne pas prioriser l'activité physique, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu un enjeu véritablement de santé. Un autre point important, c'est d'avoir un vecteur de plaisir comme un engagement durable. Et pour celles et ceux que ça intéresse, je vous recommande cette vidéo de cette neuroanatomiste qui travaillait à Harvard, qui a eu un accident vasculaire cérébral, qui en a fait peut-être un ouvrage plus intéressant que celui de Michel Onfray. Et elle explique comment, finalement, cet AVC a conduit pour elle, prendre conscience de la manière dont le cerveau pouvait se renouveler avec la plasticité cérébrale et comment on pouvait réapprendre finalement à faire fonctionner un cerveau. Et c'est vraiment, sa vidéo est très, 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 très intéressante. Elle montre en quoi et comment, par l'émotion, par la sensorialité, par le plaisir à faire de l'activité physique, on va pouvoir avoir un effet significatif sur la santé. Un autre élément un peu réconfortant, c'était juste pour parler de nos travaux, mais il y en a eu tellement dans le monde sur ces thématiques, montrant que sur une pathologie qui s'appelle la BPCO, eh bien, une sensibilisation à l'activité physique permet ici d'améliorer la santé des personnes, la qualité de vie des personnes, n'a pas de risque sur la santé si l'activité physique elle est bien contrôlée, et on peut faire 481 € d'économie par an et par patient. Si vous comparez cette économie, donc 481 € d'économie par an et par patient sur 1,5 million de patients atteints de cette maladie qui est la BPCO, vous imaginez les réductions de dépenses de santé qu'on peut faire tout en améliorant la santé et la qualité de vie des gens. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'autorités, et notamment la française, qui s'appelle la Haute Autorité de Santé, a fait ce rapport sur les interventions non médicamenteuses et comment on doit organiser l'information auprès des professionnels sur ces interventions non médicamenteuses, et que le sport, certaines pratiques sportives, pour certains malades, vont avoir des vertus curatives et des vertus thérapeutiques. Et vous avez ici, dans
grand schéma de l'ensemble des interventions non médicamenteuses, vous voyez, d'origine psychologique, physique, nutritionnelle, numérique ou élémentaire, un arsenal thérapeutique qui est en train de rentrer enfin dans les pratiques médicales depuis 2020. Tous les étudiants de médecine en 5e année reçoivent 20 heures d'enseignement sur les interventions non médicamenteuses. Donc, en gros, ils ont la possibilité de recommander un certain nombre de pratiques d'activité physique, mais également de psychothérapie, de programmes d'éducation pour la santé, de solutions numériques santé, des programmes nutritionnels, des plantes. Et on est là dans une nouvelle ère sur laquelle, oui, bien sûr, le médicament peut être une solution, mais pas la solution. Pourquoi? Parce que les maladies sont devenues complexes. On avait imaginé au siècle dernier qu'on aurait une pilule pour toutes les maladies. Ce n'est pas ce qui s'est produit aujourd'hui. Parce que les maladies sont complexes, on a besoin de plusieurs solutions pour traiter ces maladies. Et une autre solution, c'est évidemment de considérer, il y a plein de réflexions autour de ça, autour de solutions qui sont de step-up care, sur lesquelles on va proposer des programmes d'activité physique qui seront conditionnés au progrès de la personne. Je n'ai pas trop le temps de développer, j'aimerais peut-être qu'on ait le temps d'échanger, mais je voulais vous dire en conclusion que dans ce jeu un peu trouble entre le sport et la santé, oui, effectivement, une nouvelle façon de penser la santé, notamment à travers des approches comportementales, est une solution indispensable pour les personnes malades ou pas malades, que la recherche a permis d'avancer dans la connaissance de quel programme d'activité physique, à quel moment du parcours de santé et du parcours de vie des personnes, et que cette mutation qu'on voit arriver de façon très significative dans notre société, on a absolument besoin de penser un modèle de santé, et donc utilisant l'activité physique du cure à la prévention et au care, on ne pourra pas faire autrement que d'utiliser des interventions non médicamenteuses. Et j'ai écrit quelques ouvrages sur le sujet si vous le souhaitez. Ces partages de méthodes fondées sur des données probantes, on est en train de l'inventorier à travers une société savante, mais je pense qu'on a tout un enjeu à dire. Quel sport, pour quelle personne, à quel moment, et on commence finalement à avoir une organisation de ce système de pratique d'activité physique avec 3 modalités. Un style de vie actif pour être en bonne santé. Bien sûr qu'il faut privilégier les mobilités actives dans les transports, dans le travail, dans le loisir. Et là, on a tout un travail à faire sur la prévention de la sédentarité. Et je vous ai dit, ne pas rester plus de 2 heures assis ou allongé, c'est vraiment un vecteur de santé. On peut donc en complément faire de l'activité physique au sens très large du terme, donc une activité sportive, mais pourquoi pas de la randonnée, du jardinage, et sur lequel on a une activité libre, sur lequel on va prévenir des problèmes de santé. Et on a à côté de l'activité physique adaptée, sur lequel elle va être une pratique de santé qui peut être potentiellement remboursée par l'assurance maladie ou par les mutuelles. On peut encore discuter parce que si la prescription médicale est engagée, la réalité du modèle de remboursement est encore très, très discutée et discutable. Et évidemment, cette intervention de médicamenteuse, donc à visée de thérapie, est un élément central. Je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition pour toutes les questions. On va peut-être commencer par la première question. C'était ça portait sur la première partie de l'intervention, où c'est Mégane, je crois, qui demandait en fait si l'instauration de façon plus concrète et plus factuelle dans le système scolaire dès le plus jeune âge n'est-il pas justement une des pistes pour instaurer plus de sport dans la vie de la population? Oui, c'est un sujet majeur. On fabrique entre 0 et 15 ans les ressources et les habitudes pour considérer que l'activité physique est un élément central pour la santé. Or, effectivement, souvent, cette vision de l'activité physique, elle est surtout psychopédagogique motrice, où elle est parfois performative, mais elle n'a pas le volet santé. Et un professeur de médecine qui s'appelle François Carré,
qui est cardiologue à Rennes, dit que vraiment on fabrique là le terreau des pathologies de demain. Et une étude de l'INSEE montre que les jeunes filles entre 15 ans et 25 ans en France sont les plus sédentaires du monde et au moins d'Europe. C'est-à-dire qu'il y a un désintérêt pour l'activité physique et effectivement, je pense que le monde éducatif dans son ensemble, et pas uniquement les professeurs d'éducation physique, je pense que c'est une erreur de le considérer que de cette façon, qu'il y a un véritable enjeu de santé. Et le dernier document que j'aimerais peut-être recommander, en tout cas pour cette question, c'est le rapport de l'Académie de médecine de 2013 sur la culture de la prévention en France. Nous n'avons pas de culture de la prévention. Et pour nous, cette culture de la prévention, c'est quasiment considéré comme de la répression et considéré comme une atteinte à la liberté. Or là, on parle bien de la santé de nos générations et que quelque part, il y a des efforts à faire à l'école et c'est à l'école que tout commence. Et effectivement, cette sensibilisation à la santé vue comme la définition de l'OMS, un bien-être biopsychosocial, et comment on peut avoir un plaisir à pratiquer une activité physique qui va avoir un intérêt pour le bien-être biopsychosocial. Il y a vraiment un travail considérable et pour des raisons assez étranges, mais effectivement, y compris pour la formation des profs de PS, il y a peu d'exemples. On doit suivre des programmes, on doit avoir des programmes qui sont liés à l'éducation, oui, mais pas tellement à l'éducation, à la santé et pour la santé. C'est tout à fait clair. Pendant tout l'exposé, on a parlé des hommes. Alors, il y a une femme qui nous dit « et les femmes ». Est-ce qu'elles sont concernées par toutes ces analyses que tu nous as montrées, oui. etc. Ouais. Les femmes sont évidemment là considérées dans toutes les études sur la sédentarité. En tout cas, l'impact est identique chez les hommes et chez les femmes. En revanche, il y a des études qui montrent qu'elles sont plus sensibles à leur corps pour plein de raisons et que dans les études qu'on a pu mener, nous, notamment sur les interventions non médicamenteuses et sur l'activité physique, quand on prescrit, entre guillemets, à une femme, elles sont beaucoup plus compliantes et elles suivent plus l'activité physique. Mais effectivement, au départ, en revanche, dans la prévention primaire, lorsqu'elles ne sont pas malades, il y a des études qui montrent qu'elles ont toujours autre chose à faire, comme si elles avaient à gérer et que c'était un petit peu ancré dans une tradition, entre guillemets, en disant j'ai les enfants et je dois m'occuper des enfants, je dois m'occuper du travail, je dois m'occuper de beaucoup de choses et finalement je vais passer en dernier et ma santé va passer en dernier. Et en fait, il y a une véritable prise de conscience plus prématurée lorsqu'il y a un diagnostic d'une pathologie. Il y a beaucoup d'études qui montrent ça. En gros, que lorsqu'il y a un diagnostic, tout d'un coup, les femmes sont plus intéressées à l'activité physique et vont le faire de façon plus régulière. En revanche, les hommes pratiquent plus de mobilité physique au départ, mais en revanche, lorsqu'on va leur proposer de l'activité physique, ils la suivent beaucoup moins bien. Et le dernier point, c'est que les femmes quand même vivent plus âgées que les hommes, et je voudrais dire quand même un message important, même si des femmes écoutent, que les hommes à conditions physiques équivalentes vont décéder plus tôt que les femmes. Et que pour vivre plus âgés, les hommes doivent être encore plus en conditions physiques que les femmes. Et vraiment, il y avait hier à Paris une session sur cette question-là en disant on ne comprend pas pourquoi les femmes vivent plus âgées, mais un élément important, c'est que les hommes doivent être encore plus en conditions physiques pour arriver à vivre aussi âgés que les femmes. Donc en gros, ça veut bien dire que quelque part, il y a une appétence et une sensibilité à la pratique physique plus forte chez les femmes. Voilà. Et le deuxième message important, c'est que la santé publique montre que ce n'est pas uniquement la femme, mais bien des femmes et dans des situations sociales particulières. Et qu'effectivement, des femmes précaires, des femmes surmenées, des femmes qui sont dans des situations de vie maritale peut-être en difficulté, etc., ou seules, vont avoir des conséquences. Et on voit une entropie donc de gens extrêmement borderline et de plus en plus en difficulté, et au contraire des gens très entraînés et très sensibles. Et on voit un peu s'étendre cette partie-là, en particulier chez les femmes, alors qu'on a moins cette variation chez les hommes. Effectivement, là tout à l'heure on se parlait, il est quand même paradoxal, on n'a jamais été autant
appelés, aussi bien par les réseaux sociaux que par la télé, etc., à bouger, à faire du sport. On est sollicité par des coachs, par du coaching, etc. Je voulais savoir si, au niveau de toutes ces méthodes qu'on nous donne et qu'il faudrait suivre tout seul, chez soi, est-ce qu'il n'y a pas des dangers, des risques? C'est ce que j'évoquais. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'explosion de l'offre et que, tu as raison, d'une application santé, comment une balance, et je ne dirais pas le nom de la marque, mais fabrique une application. La balance impédance métrique mesure le taux de gras, le taux de muscle, le taux d'eau et l'os, et va proposer des programmes d'activité physique. On va avoir des offres sur lesquelles, dans les technologies santé, une application sur téléphone va faire le programme de yoga ou le programme de renforcement musculaire X ou Y. On va voir un YouTuber en train de proposer des solutions. On va voir lorsque les personnes vont être malades ou même des patients vont proposer. L'offre est en train aujourd'hui de se déployer de façon très très importante. On voit de nouvelles activités qu'on ne connaissait pas. Si on est dans la région de Montpellier, on peut aller voir sur la plage le samedi ou le dimanche matin des personnes qui sont dans l'eau. Elles sont dans l'eau et elles font donc de la marche en combinaison. On voit des pratiques d'escalade dans des endroits où on ne pourrait pas imaginer. On voit des personnes qui vont passer des séjours également pendant une semaine sur lesquels ils vont faire du jeûne thérapeutique et en même temps de l'activité physique. On voit de la cure thermale qui est devenue thalassothérapie, qui est devenue centre un petit peu plus large de remise en forme. On voit des centres de médecine douce, on voit des pratiques orientales arriver, on ne connaissait même pas du tout, même le mot, il y a quelques années, le Qigong, le Tai Chi, on voit arriver des pratiques américaines un peu étonnantes et sur lesquelles ça s'est très développé comme des danses, donc la Zumba, etc., etc. Oui, les formes de pratiques corporelles vont de plus en plus s'ouvrir aujourd'hui et tout l'enjeu est de pouvoir dire il faut faire de l'activité physique, y compris du sport, naturellement, mais tout l'enjeu est de commencer à voir quelles sont les bonnes pratiques minimales à proposer pour des personnes qui sont malades, et par contre, de multiplier l'offre lorsqu'il n'y a pas de risque majeur et de former les professionnels à la sécurité. C'est ce que j'évoquais dans les questions autour de oui le sport, mais oui le sport dans la mesure où, en gros, hors des sportifs de haut niveau, il y a de la gestion de la sécurité et sur lequel, dans plein de cas de figure, on est tellement intéressé par la performance qu'on en oublie la sécurité. Et il y a tout un enjeu de précaution, de sensibilisation, de formation de ces professionnels et que oui, bien sûr, qu'il y a de la formation initiale, mais que dans la faculté d'éducation, moi je pense qu'il y a un enjeu énorme dans la formation continue à la précaution, à la surveillance. Pourquoi? Parce que les personnes sont malades, parce que les personnes sont à risque de maladie et sur lequel là, les situations d'urgence, les situations à risque sont importantes et donc se développent. C'était dans la stratégie nationale sport-santé, j'en ai pas trop parlé, mais de la proposition, après la prescription, de fabriquer 500 maisons sport-santé dans tous les territoires et en disant là on va trouver et on devrait trouver en tout cas des interlocuteurs pouvant avoir un relais ou un bilan. Et je crois que ça c'est un enjeu important de dire un jour ou l'autre si on pouvait systématiser une évaluation d'une personne et en disant on vous recommande ce type de pratique et à peu près, voici le guide. Et allez trouver le bon professionnel qui vous concerne. Voilà. Si ce carrefour pouvait s'organiser, ce serait bien. Il y a 25 ans, avec le professeur Christian Préfoux, il y a eu plein d'initiatives à Montpellier développant un peu cette idée-là. Et finalement, c'est Strasbourg qui a repris la main et on en a parlé un petit peu, ce sport sur ordonnance qui avait démarré à Strasbourg. C'était une excellente initiative. Et je pense qu'effectivement, d'aller vers ces lieux sur lesquels on pourrait avoir des spécialistes pouvant au moins faire des recommandations serait un élément important. Et évidemment, jusqu'à dire qu'il y a l'activité physique, mais il y a potentiellement la kinésithérapie et il y a potentiellement d'autres types de solutions complémentaires, et donc des interventions non médicamenteuses qui pourraient être proposées en complément.
Donc, il serait intéressant de se rapprocher de ces maisons de santé, puisqu'elles sont labellisées, je crois. Exactement. Puisque, bon, je crois que l'année dernière, il y en a eu 150 qui ont été créées de plus que par rapport à ce qu'il y avait. Oui. Donc, on arrive quand même sur le territoire maintenant à environ 300 maisons de santé. Oui. Ça serait bien qu'elles soient plus nombreuses, Oui. mais c'est vrai qu'on peut peut-être, ça peut être une des solutions pour ne pas faire tout et n'importe quoi, peut-être. Oui, oui. L'ambition était que cette année, il y en ait 500. Et donc, c'est la 4e vague qui démarre, là, depuis la conseillère ministère l'a dit hier. Donc, la 4e vague est en train de demander d'être réalisée. Et je pense qu'effectivement, il y a cette offre-là qui est en train de s'organiser, sur lequel on peut aller consulter. Mais il y a un autre élément important, c'est la formation des médecins. Et la formation des médecins à la prescription. Pour l'instant, c'est vrai que leur message, c'est souvent bouger plus. L'idée, c'est qu'ils doivent aller plus loin et sortir un peu de l'ancienne prescription de contre-indication. Et on va peut-être répondre aussi à la question d'hier, parce que c'était quelque chose d'un petit peu grave, et je reprends et je cite ce que disait François Carré, mais en disant qu'il y a à peine une vingtaine d'années, les médecins étaient quasiment encouragés à faire sauter les séances de gym, y compris pour les asthmatiques, y compris pour les gens qui avaient des petits problèmes articulaires, et ainsi de suite. Et que vraiment, aujourd'hui, c'est un scandale que ce genre de choses se passe, en disant on va contre-indiquer telle et telle pratique. Il y a une bonne pratique d'activité physique à pouvoir proposer à quel que soit l'enfant, qu'il soit handicapé, pas handicapé, asthmatique ou pas, et que véritablement c'est un enjeu de santé publique de dire il y a l'activité physique qui vous correspond. Donc oui, une fois que le médecin a fait ce travail de quelle activité physique potentiellement, allez trouver aussi, il y a un maillage à faire, et les mutuelles et une organisation doit être mise en place pour que ce réseau fonctionne et qu'on trouve son activité ou ses activités. Et encore une fois, l'organisation, le paysage, il est encore très très loin d'être clair, mais la formation continue des professionnels va devenir un élément central pour pouvoir améliorer les bénéfices selon des protocoles qu'on appelle des interventions médicamenteuses, et à côté d'avoir vraiment une vigilance et une surveillance pertinente pour arriver finalement à détecter relativement tôt et de ne pas aller trop loin. Dans les mutuelles, je suis désolée, je vais essayer de parler un petit peu de mon domaine, on a un axe qui est en fait la prévention, la prescription et la prise en charge. Et c'est vrai que de plus en plus, tout à l'heure tu en as parlé, tu as évoqué donc les décrets de décembre 2016, qui a été un petit peu redéveloppé un petit peu en mars après, et savoir ce qui est remboursé, ce qui n'est pas remboursé. Alors aujourd'hui, il semblerait que certes il y ait ce décret, mais qu'il n'y ait pas de remboursement, et que par contre certaines mutuelles, dont notamment la mienne, eh bien, on rembourse jusqu'à une certaine hauteur de l'activité physique. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui avance là-dedans ou pas? Alors, il y a actuellement au ministère 24 projets qu'on appelle article 51. Donc, c'est l'idée d'avoir une évaluation médico-économique un peu plus pertinente. Et en effet, en juillet dernier, un rapport des députés qui est téléchargeable, donc de 2021, dit on a lancé ce décret. C'était une initiative absolument remarquable. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de prescription, qu'en fonction de sa mutuelle, parfois même la personne qui est adhérent à cette mutuelle ne sait pas qu'il y a cette possibilité, que l'offre finalement elle est assez hétérogène, donc on ne sait pas aussi à qui s'adresser, et tout le monde freine des cas de fer, et voilà, malgré beaucoup de volonté, et tout le monde est de bonne volonté. Mais il y a une nébuleuse réglementaire, il y a une nébuleuse financière, et il y a une nébuleuse de tuyaux, et même aujourd'hui les salles de sport veulent dire nous aussi on pourrait faire potentiellement de l'offre, et il pourrait y avoir également, avec ce qu'on a vécu avec la Covid, de dire qu'il y a des offres qui sont en train de se passer par des jeux vidéo, mais des jeux vidéo entre guillemets actifs. Je pense notamment à ceux qui font de la bicyclette et qui font, vous savez, en ligne, ils sont à plusieurs, ils font la bicyclette chez eux, mais sur lequel, voilà, et donc il y a des jeux vidéo célèbres, donc une intervention non médicamenteuse, et il y a également donc des prestations de coaching à plusieurs en ligne. Donc dans son salon, on peut avoir une séance d'éducation et d'activité physique adaptée, qu'on soit malade ou pas. Donc on voit que
que c'est plus un problème de tuyau, c'est plus un problème de technique, c'est un problème d'organisation de l'offre et que aujourd'hui, la solution, elle est et la conseillère du ministre l'a dit, de la ministre des Sports, pas de la Santé, dit que oui, une solution ou la solution peut-être, et c'est comme ça que ça se passe en Australie d'ailleurs, hein, c'est les mutuelles qui remboursent ces programmes de kinésiologie dédiés à la santé et sur lequel c'est acté. Ben nous, on est encore en train de chercher le bon modèle économique que beaucoup de mutuelles ont envie vraiment d'avancer, la vôtre, la MGN, enfin il y a vraiment des actions très très fortes de volonté. Mais le seul problème, c'est rembourser un professionnel, mais quel professionnel? Et après, selon quel cahier des charges. Et nous, ce qu'on plaide, en tout cas dans notre société savante et de ce qu'on plaide dans le bouquin que je viens d'écrire, tiens, je vais faire la pub de ce bouquin sur les 100 médecines douces validées par la science, c'est qu'il y a pas, il faut pas tout, quoi. Il faut commencer à dire que quel professionnel et quel cahier des charges, en fait, de quel programme d'activité physique. Si on dit, je vais voir un professionnel d'activité physique et que derrière, je pratique des fléchettes, et en disant que les fléchettes, c'est aussi bien qu'une marche au seuil ventilatoire pour la BPCO, parce qu'il y a à fréquence de 5 séances par semaine, parce qu'on sait qu'il y a des preuves que ce programme fonctionne, eh bien oui, tout ça, c'est bien l'activité physique, mais je suis désolé, si les échecs, c'est du sport, il y a peut-être des pratiques qui ont une dépense énergétique qui n'est pas la même. Et que tout d'un coup, la mutuelle, je comprends très bien qu'elle ait aussi une certaine réticence en disant, si tout ça c'est du sport, et jusqu'où est-ce qu'on s'arrête? Est-ce que le théâtre actif, est-ce que la randonnée culturelle devient un élément important? Et on entend dans les médecines douces n'importe quoi, absolument n'importe quoi, en disant, si une personne de plus de 65 ans va une fois par mois au musée, alors elle a moins de dépression. C'est une blague. Scientifiquement, c'est une blague. On compare ce qui est plus comparable et on va tout mélanger. Il y a un moment donné où une mutuelle doit avoir peut-être un contact avec un métier particulier, dédié peut-être, et c'est peut-être par la maison des sports ou par une prescription médicale, en disant c'est bien ce programme qui doit être associé. C'est ce qu'on essaye de dire. Pour le BPCO, il y a un réentraînement particulier et il y a un programme particulier avec de l'aérobie. Pour d'autres, pour quelqu'un qui va avoir un cancer, donc je travaille à l'Institut du cancer de Montpellier, c'est vraiment un endroit sur lequel on fait de la recherche, pour la prévention de la récidive d'un cancer du sein, c'est 4 séances particulières avec du renforcement musculaire, avec de l'endurance, et que ces deux dimensions sont importantes et sur lesquelles ce n'est pas uniquement que de la marche. Je pourrais prendre un autre exemple, et pareil sur un enjeu important pour les mutuelles, qui est la prévention de la chute chez les personnes âgées, chez les personnes de plus de 70 ans. Le message de santé publique, c'est bougez plus, vous allez prévenir les chutes, et c'est surtout pas le cas. Plus vous bougez à 70 ans, plus vous vous exposez à des chutes. Et plus vous demandez à quelqu'un de bouger à plus de 70 ans, et plus elle marche sur terrain plat. Et en fait, sur terrain plat, sur lequel on montre qu'en faisant ça, elle fragilise en fait ses muscles de coordination et ses muscles de force, et ne font que renforcer les muscles en fait d'endurance. Et oui, effectivement, elle peut marcher longtemps, mais elle est beaucoup plus à risque. Donc, il faut, à partir de 70 ans, des méthodes qui s'appellent donc des programmes, le programme PMES, le programme Otago, le programme Pied. Donc, il y a des programmes particuliers. Et donc, à ta question extrêmement importante, ou à votre question aussi, madame, très importante, c'est un programme. Et donc, la solution qu'on propose, je ne sais pas si c'est la bonne, mais je pense qu'il faut qu'on avance, c'est un professionnel avec un ticket, avec un cahier des charges particulier à appliquer. Et en disant que, effectivement, pour la prévention de la chute, ce n'est pas bouger plus et aller faire une activité physique, mais bien aller voir ce professionnel, et ce professionnel va vous appliquer un ou deux ou trois programmes qui vont être pertinents. Vous choisissez dans ces programmes, peu importe. Mais en tout cas, c'est bien un programme d'activité physique de prévention de la chute chez la personne âgée. Et plus uniquement de l'activité physique. Encore une fois, la lutte contre la sédentarité, c'est pour tout le monde, tout le temps, et c'est un mode de vie actif, d'accord? Et une personne âgée ou autre, pour tout le monde, c'est quelle que soit nos pratiques, on a intérêt de bouger plus.
mais il y a un moment donné où des programmes d'activité physique deviennent des moyens d'avoir une efficacité significative sur la santé de beaucoup de gens, et il faut les mettre en place, et c'est là que les mutuelles doivent intervenir. Bien sûr qu'elles interviennent dans la notion de message de promotion sur la santé, comme je disais, de bouger plus, mais à côté, il y a bien des programmes spécifiques à imaginer. D'accord. Donc là, il faudrait finalement que les mutuelles, parce que en Occitanie, on est en pointe quand Oui, même, oui. On fait beaucoup de prévention, et la prévention justement sur l'activité physique. Il y a tous les mois, bouger plus, bouger moins, bouger mieux. Il y a justement, tout à l'heure, tu parlais du longe-côte, effectivement. La mutualité l'a proposé ici. Enfin, on propose quand même beaucoup de choses. Mais c'est vrai que ça va dans tous les sens, on va dire. Donc, c'est vrai que ça, si on avait un cadre, peut-être, ça serait plus simple. Et puis, pour toutes les personnes, toutes les personnes n'ont pas ce réflexe, en fait, d'adhérer à tout ce qu'on reçoit aujourd'hui. Donc, moi, je pense qu'effectivement, tu parles, moi, le vecteur principal, qui devrait être le vecteur principal, n'est-il pas le médecin? Parce qu'effectivement, si le médecin, on n'écoute plus son médecin, c'est lui qui va nous proposer telle ou telle piste, et surtout être en confiance. La question, elle est importante. Je pense que d'ici 2035, on n'aura pas le nombre de médecins suffisant, et que de toute façon, avec le vieillissement de la population, la réponse strictement médicale est insuffisante, et c'est pour ça qu'on développe des infirmières de pratique avancée, c'est pour ça qu'on développe d'autres métiers, et je pense que les mutuelles ont aussi à inventer de nouveaux métiers. On parle actuellement de case manager, de gestionnaires de cas, en tout cas qui vont accompagner des coachs de vie, c'est un terme qui ne va pas très très bien, mais en tout cas des accompagnateurs de notre santé. Et je pense qu'on est en train de rentrer dans une ère de la multidisciplinarité, et que, par exemple, dans mon centre, donc à Montpellier, on crée un département de soins de support sur lequel, bien sûr, qu'il y a un médecin. Mais le médecin, il a surtout à s'occuper des cas graves, et sur ces cas en difficulté, on doit proposer des méthodes et donc des interventions médicamenteuses qui sont spécifiques. Mais en revanche, il reste que la prévention et la prévention large pour des gens pas malades, il y a aussi quelque part une responsabilité, entre guillemets, de chaque personne, et du fils s'occupant de sa mère ou de son arrière-grand-mère, et inversement, donc d'avoir vraiment cette culture de la prévention et du fait de se mobiliser plus et de bouger plus. Je pense que cette offre-là, et les mutuelles ont à faire beaucoup pour soutenir l'offre d'activité physique, et qu'elle soit très très large, parce qu'effectivement, il n'y a pas une méthode, où il n'y a pas un sport, si on voulait être réducteur, il n'y a pas un sport pour une personne, et que parfois il y a des gens qui sont des multiconsommateurs. Il y a des gens qui vont vouloir aller à une salle de fitness, puis après faire du tennis, je pense à quelqu'un en particulier, mais il peut y avoir des personnes qui sont très monomaniaques, en disant moi je préfère faire du foot tous les week-ends, et on voit se développer des offres assez incroyables, des salles d'escalade sur Montpellier qui sont en train de se créer. On a également, voilà, et que cette vertu, entre guillemets, du sport, tel que tu l'entends, qui n'est pas qu'une vertu santé, mais qui est aussi une vertu sociale, qui est une vertu d'échange, de citoyenneté, de partage, d'engueulade, de bagarre, etc. Peu importe, de joie aussi. Et bien sûr, dernièrement avec le rugby. Bien sûr, et de joie et de plaisir, même s'ils ont perdu contre Toulouse. Mais moi je parle d'équipe de France, ça fait rien. Alors voilà, effectivement, je suis pas chauvine. Effectivement, au niveau national, mais en tout cas, garder cette culture, et donc Paris 2024 devrait l'incarner. Et je trouve que, encore, si je vous faisais une petite critique, c'est qu'on informe en gros de la citoyenneté de Paris 2024, mais je pense qu'il y a encore plus à insister sur la partie santé, et de comment on peut aménager des lieux pour des pratiques, comment on peut offrir des pratiques. Je pense que ça va continuer à se développer. Mais à côté de ça, en effet, il y a, puisque un Français sur deux est malade chronique, tout d'un coup, là, un rôle important des médecins de repérage précoce de la sédentarité et de gens qui ont des risques. Je pense par exemple aux gens qui pratiquent ou qui fument. En quoi et comment la prescription d'un programme d'activité physique
peut compléter un traitement anti-tabac et va avoir un effet significatif de potentialisation. Et il y a plein de recherches qui sont en train de montrer que des programmes d'activité physique vont avoir des traitements curatifs. Je pense à une maladie qu'on n'imagine pas trop, pourtant elle est énorme, et après la Covid et après toute cette époque d'hyper-confinement, il y aura des conséquences importantes, ça s'appelle la dépression. Et sur la dépression, on peut traiter la dépression, si elle est légère, par l'activité physique. Et on a des preuves qui démontrent à quel point aujourd'hui un programme d'activité physique a une visée curative. Et je pense que faire entrer l'assurance maladie en débat avec les mutuelles, et ça dépasse vraiment mes compétences, mais de dire il y a un choix politique, de commencer à engager là à ce qu'il y ait de la prescription, exactement comme on a un Vidal pour les médecins, un gros livre qui est maintenant numérique, hein, mais sur lequel on avait le guide des médicaments en fonction des problèmes de santé. On doit fabriquer, donc notre Société Savante y contribue, mais où le bouquin y contribue, mais on ne va pas assez vite pour dire maintenant à ce problème de santé, on peut avoir effectivement ce type de programme, et après ce type de programme, ce cahier des charges, franchement, si c'est un programme d'endurance, que vous le fassiez avec un rameur, que vous le fassiez en launch code, que vous le fassiez en natation, que vous le fassiez en course à pied, en randonnée dans les bois, la montagne, etc., peu importe, mais on rentre bien dans le même cahier des charges, et que ce cahier des charges, vous puissiez le faire, vous ayez une étiquette, que vous ayez une feuille de route. C'est ça, une feuille et un ticket qui vous permettent après de le mettre en œuvre. C'est une intervention médicamenteuse, elle a été prouvée et on peut arriver effectivement à la mettre en œuvre. Et après, évidemment, il ne s'agit pas de les accompagner éternellement, mais au moins de sensibiliser les patients à ça et qu'ils comprennent à quel point c'est nécessaire. Voilà. Et on a pu montrer que vraiment cette visée curative, dans les affections oblitérantes des membres inférieurs, donc des veines qui se resserrent, on a pu démontrer à quel point un programme particulier qui s'appelle Garner va avoir une efficacité très, 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 très importante. C'est-à-dire que c'est le meilleur traitement, curatif de guérison. J'ai démarré ma carrière, on était là pour dire on va juste améliorer un peu la santé ou la qualité de vie des gens. Là, on est en train de parler de traitement curatif. Et donc, c'est vrai que pour eux, les médecins découvrent en fait que ce n'est pas uniquement qu'une activité de loisir, ce n'est pas qu'un sport juste d'amusement, mais c'est bien un traitement. Donc, il y a toute cette partie thérapeutique à mettre en œuvre. Et techniquement, on peut, financièrement, on peut, on est pays assez riche pour ça. Mais dans la réalité, c'est vrai que pour plein de raisons, il y a une inertie des uns des autres. Je comprends que ce soit compliqué, mais on peut le faire. Voilà. Mais la dernière question que j'ai, c'est justement le rôle des maisons sport-santé n'est-il pas justement là? Ça pourrait être le centre de référence pour les médecins prescripteurs permettant d'orienter les patients avec une maladie chronique vers le bon programme adapté. Je suis complètement d'accord avec cette idée. C'est écrit dans cette vision de la stratégie nationale sport-santé. C'est effectivement la bonne manière de faire, parce qu'en plus, il y a même des maisons de santé qui veulent se trouver par le numérique à distance, c'est-à-dire pas forcément d'avoir que des rencontres physiques, ce qui est aussi un point délicat. Mais oui, en effet, elles doivent être un carrefour important et qu'à un moment donné de notre vie, on doit pouvoir y trouver des informations. Mais c'est vrai que pour l'instant, les moyens leur manquent de façon assez criante, parce que autant les mutuelles soutiennent souvent ces maisons sport santé, autant le ministère des Sports soutient ces organisations. Mais pour l'instant, le ministère de la Santé est un peu en retrait vis-à-vis de cette solution. Pourquoi? Parce que peut-être que le ministère de la Santé a tellement de choses à s'occuper, et notamment, on va dire, le ministère de l'Hôpital, et il s'intéresse surtout au ministère de l'Hôpital, il ne s'intéresse pas à la médecine de proximité. Et je crois qu'il y a un enjeu important, et il y a un autre enjeu important, c'est que ces maisons sport-santé soient connectées avec ce qu'on appelle les MSP, les maisons de santé pluriprofessionnelles, et que ces MSP, je crois qu'il y a un enjeu de rapprochement aussi entre, on est fort en France pour les abréviations, mais que ces maisons pluriprofessionnelles autour du médecin généraliste et autour de l'infirmière, du kiné, de l'APA et des autres, vraiment, j'ai effectivement œuvré avec d'autres pour
l'avancée en France de l'activité physique adaptée. J'ai dirigé le premier master en activité physique adaptée de France. Bien sûr qu'il y avait un métier à créer, mais aujourd'hui, le problème n'est plus une question de corporation. Il faut des éducateurs sportifs, il faut des activités physiques adaptées, il faut des kinés, il faut que tout le monde s'y mette. En gros, le problème est tellement grave, peut-être que je pourrais résumer comme ça, mais le problème est tellement grave, le problème est tellement incroyablement dénié par nos politiques qui font des rapports, des dossiers, etc., mais que dans la réalité, nos concitoyens ont une vraie difficulté à pouvoir pratiquer pour plein de raisons, des raisons économiques, des raisons de famille, des raisons, etc., et en disant, remettons un petit peu à l'échelle, comme on l'a fait dans la lutte contre le tabac, et sur lequel il y a des avancées très, très significatives, parce que quand même, pour les moins jeunes d'entre nous, mais on entendait des publicités en disant, le tabac, c'est sympa, c'est sexy, ça rend plus intelligent, ça rend plus vigilant, et ainsi de suite. Vraiment, on avait ce même message. Et on a le même message actuellement de fait de se faire servir à la maison et de se faire livrer. Donc, on ne va même plus au resto, on ne fait même plus ses courses, etc. Tout nous pousse à la sédentarité. Et donc, le vieillissement de la population nous pousse à être encore plus sédentaires pour plein de raisons. Voilà, chaque fois qu'il y a une innovation, le vélo, c'est génial hein, de remettre des possibilités de vélo, mais la réalité, c'est que vélo électrique, etc., on va toujours amener à moins bouger pour plein de raisons, des raisons de business ou autre, peu importe. Et donc, il faut être un peu plus incitatif et un peu plus volontaire. Voilà. Alors que ce soit encore une fois, ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas ni un politique ni un économiste, mais si on arrive à faire en sorte qu'on réduise la TVA pour fabriquer ou installer à la maison des doubles vitrages, pourquoi ne pas réduire la TVA d'une salle de sport, etc. On a plein d'innovations. Les conseils généraux pourraient aussi aller plus loin. Dans les EHPAD également, on pourrait aller bien plus loin et arrêter de faire de nos aînés des personnes qui sont uniquement en fauteuil et immobiles. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. D'accord. Oui, je crois qu'on a fait le tour, à moins qu'il y ait d'autres questions qui viennent là maintenant. En tout cas, j'ai une autre personne qui dit « Ce n'est pas une question, mais félicitations pour la présentation et la clarté des explications. Merci. » Si on peut peut-être conclure presque par ça, je ne sais pas. Il y a une conclusion? Non, ça va? Merci beaucoup en tout cas de votre attention. Et merci de l'invitation. En tout cas, c'était un plaisir, Gisèle. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Si j'ai bien compris, c'était un événement particulier pour toi. Et donc, merci. Oh non, moi, je suis qu'un élément de la CASEN. La CASEN, c'est un tout. Hein. Demain, l'AMDS continuera avec d'autres personnes. On est là uniquement de passage pour œuvrer et être, faire que tout se passe comme il faut. Et puis, on crée quelque chose, on participe à quelque chose. Et puis, il y a la relève, il faut laisser la relève. Et voilà, non, ça se passe très bien. Et je pense que la prochaine conférence, il y aura notamment Bérangère Briand qui prendra la suite. Voilà, en tout cas, je te remercie d'avoir accepté de venir aujourd'hui faire cet exposé. Merci beaucoup.